Aussi, dans ces vidéos, Monsieur le Président, le leader Elhadj Cellou Dalein déclare avoir été frappé et lorsqu'il s'était fait mort, les assaillants l'y ont abandonné. Nous voyons également M. Jean-Marie Doré faire remarquer dans une interview qu'il a vu un militaire en train de violer une femme. Et après sa sale besogne, il a fait entrer le canon de son fusil dans la partie génitale de sa victime. Il ajoute avoir été frappé et qu'il voyait des femmes ensanglantées ainsi que 4 morts. C'est ce que M. Jean-Marie Doré dit. Et dans ces vidéos, Monsieur le Président, honorables assesseurs, des femmes victimes de viol apparaissent clairement en train de faire le récit des scènes macabres et inadmissibles dont elles ont fait l'objet. On a tous visionné ça ici, et nous, représentants du ministère public, et les différents conseils, et même les accusés ont vu ça avec nous. Ce qui veut dire, Monsieur le Président, honorables assesseurs, qu'il n'y a aucun doute, les atrocités dont nous parlons, les horreurs dont nous parlons ont été effectivement perpétrées ces jours-là, au stade du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Le 4e élément de preuve, Monsieur le Président, c'est l'utilisation des armes à feu. L'utilisation des armes à feu, des armes tranchantes, ainsi que des armes contondantes. Vous avez suivi tout à l'heure, avec la lecture des différents certificats médicaux légaux, qu'effectivement, les personnes qui s'étaient rendues au stade, beaucoup avaient reçu des coups à travers les armes que les assaillants possédaient. Et lorsque vous lisez le rapport de la Commission d'enquête internationale, Monsieur le Président, il est indiqué clairement, au niveau de la page 27, point 120, ce qui suit. Les militaires ont commencé à donner aux manifestants des coups de couteau, de baïonnettes, de canons ou de crosses de fusil, une fois leurs munitions épuisées. Les coups visaient des parties sensibles et vitales comme la tête, les yeux, mais également le bas-ventre et les organes sexuels, ainsi que les membres inférieurs et supérieurs. Des gendarmes de Kébro, ainsi que des individus en civil, portant des t-shirts ou des maillots de sport, ou encore avec des bandeaux rouges autour du front et fétiches sur le corps, qui étaient armés de couteaux, machettes, gourdins, bouts de bois ou planches avec des clous saillants, ont frappé et blessé les manifestants qui réussissaient à échapper aux tirs. Les policiers, généralement armés de matraques et autres bouts de bois, mais aussi de couteaux, pour quelques-uns, ont eux aussi infligé des coups et blessures aux manifestants, y compris à ceux qui avaient déjà été blessés par arme à feu ou par arme blanche. Aussi, lorsque vous lisez, Monsieur le Président, le rapport de la Commission d'enquête nationale indépendante, il est indiqué que l'usage des armes à feu ainsi que des agents chimiques, contondants, tranchants et thermiques ont été utilisés au niveau justement du stade. Aussi, le rapport médico-légal dressé le 30 septembre 2009 atteste que le type d'arme utilisé, notamment pour donner la mort aux différentes victimes, était le fusil mitrailleur appelé communément Kalachnikov. Monsieur le Président, honorables assesseurs, vous comprendrez qu'effectivement que des armes ont été utilisées et la confirmation est donnée par quelques victimes, en l'occurrence M. Amadou Ouriba, M. François Losenifal, M. Alpha Amadou Baldé, M. Ben Youssouf Keita, M. Mamadi Kondé, Elhadj Nuhu Bari, Alpha Bakar Diallo, Aldjouma Diallo, Abdul Hamid Diallo, Mamadou Wouri Baldé, Mamadou Yaya Diallo, toutes ces personnes, Monsieur le Président, attestent effectivement que des armes ont été utilisées au stade du 28 septembre. Le 5e élément de preuve, Monsieur le Président, c'est le déploiement au stade des recrues de Kaléa, de celle du colonel Claude Pivy et les occultistes du colonel Gono Sangaré. Monsieur le Président, il a été dit ici pour que
ces massacres puissent être opérés, les militaires se sont fait aider par des miliciens. Ils ont fait venir des miliciens parce qu'il y a certainement des actes auxquels ils ne pouvaient pas procéder. Donc, il fallait trouver des gens pour les aider dans la perpétration de ces faits-là. C'est pourquoi on a longtemps parlé des recrues de Kalia. C'est une réalité parce que nous avons écrit à la direction de Kalia pour qu'on nous confirme effectivement est-ce qu'à la date où, au cours de l'année 2009, il y a eu des recrutements à Kalia. Vous comprendrez, Monsieur le Président, qu'on a reçu un courrier venant de la direction de Kalia. Ce courrier-là est déjà versé au dossier de la procédure. Et lorsque vous lisez ce courrier, il est dit clairement juillet 2009, 2010, arrivée des soldats du CNDD. Recrutement et formation des soldats du CNDD. Cette formation ne relevait pas du commandement de la gendarmerie. Directeur du centre, lieutenant Bienvenu Lama. Directeur des études, lieutenant Jean-Louis Pogomou. Recrutement sous le régime du capitaine Moussa Dadis Kamara. Voici ce que dit le courrier. Ce courrier-là, comme je l'ai dit, vient de la direction de Kalia. Et lorsque ce recrutement a eu lieu, et lorsqu'il était question de procéder au massacre du 28 septembre, un certain nombre d'officiers, dont le colonel Blaise Goumou, se sont rendus pour prendre 300 parmi ces recrues-là, qu'on a appelés des commandos. Ce sont ces 300-là, Monsieur le Président, qui sont venus au niveau du camp Samori, au niveau du camp Alfaya Diallo. Ils ont séjourné au sein de ce camp-là, Monsieur le Président, et plusieurs personnes, y compris les accusés, ont vu ces 300 recrues-là dans l'enceinte du camp Alfaya Diallo avant le 28 septembre. Et parmi ces personnes qui ont vu ces recrues, il y a naturellement le commandant Bouakar Sidiki Diakité. Voici ce qu'il dit à leur sujet. À la veille de notre départ pour l'Abbé, c'est-à-dire le 25 décembre 2009, j'étais surpris de remarquer la présence d'un important contingent de jeunes gens à la présidence. À la question de savoir qui était-il, Feu Joseph Makambo Loa me disait qu'il s'y trouvait sur ordre du président Dadis. Voici ce que le commandant Toumba a dit à propos des recrues de Kalia qui ont séjourné dans l'enceinte du camp Alpha Yaya avant le 28 septembre. Aussi, Monsieur le Président, M. Marcel Guilavogui a dit à leur sujet, les recrues de Kalia étaient effectivement venus au camp Alpha Yaya Diallo et se trouvaient sous la responsabilité du colonel Joseph Makambo Loa. Je les apercevais à partir du deuxième étage où se trouvait mon bureau. Ce sont ces recrues qui étaient transportées dans les cars au stade par Makambo. Aussi, C.C. Raphaël, parlant toujours de ces recrues, il dit ceci, les 300 recrues que j'apercevais à la présidence à la veille de notre départ pour l'Abbé étaient toutes venues de Kalia. Également, Monsieur le Président, l'accusé Alpha Amadou Baldé, qui est en fuite, a dit au cours de son interrogatoire du 30 septembre 2009 qu'effectivement, il avait vu ces recrues de Kalia qui étaient encadrées par l'adjudant Bamba. Et d'autres victimes, Monsieur le Président, on ne va pas revenir sur leur déclaration, ont affirmé qu'elles ont vu ces recrues-là au stade qui était habillé, bien sûr, en maillot Chelsea et en maillot d'Arsenal. Parmi ces victimes, nous avons Mme H.C., qui a été victime de viol. M. Baouri également en a parlé. M. Mamadou Baldé en a parlé. M. Kernoma Djousso également, victime d'atteinte grave à l'intégrité physique, en a parlé. M. Ephraim Kamanda Souma, dit Rambo, en a parlé aussi. M. Ibrahim Diallo, M. Mamadou Wouri Baldé, M. Mamadou Djouma Diallo, M. Abdoulaye Djibril Bari, M. Kerno Mamadou Aliou Diallo, M. Abdul Karim So, M. Mamadou Siré Diallo,
M. Lamine Camara, toutes ces victimes, Monsieur le Président, ont déclaré avoir vu au stade du 28 septembre ces recrues de Kalia. Monsieur le Président, selon Bernard Bouloc, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne 1, Henri Mastoupoulou, également professeur de droit privé et de sciences criminelles à la faculté Jean Monnet de l'Université de Paris, directrice de l'Institut d'études judiciaires, dans leur ouvrage « Droit pénal et procédure pénale » 19e édition. Monsieur le Président, la règle fondamentale en la matière est la présomption d'innocence. Tout homme doit être présumé innocent des infractions qui lui sont reprochées, tant qu'un jugement régulier ou une décision définitive ne sont pas intervenus. Il en est de même de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Monsieur le Président, cette présomption d'innocence est reprise par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, qui indique clairement que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie conformément à la loi. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, du fait de cette présomption, c'est la partie poursuivante, le ministère public et éventuellement la partie civile qui doit rapporter la preuve de toutes les infractions et de tout ce qui permet d'apprécier la responsabilité du coupable. Toutefois, la personne poursuivie agira sagement en apportant son côté des arguments en sens inverse. Voilà ce que nous sommes en train de faire, Monsieur le Président. Sinon, nous devons croiser les bras et attendre. Quand on dit viol, on dit bon, amenez la femme qu'on a violée. Voici le certificat. J'étais là quand on le violait. Quand on dit assassinat, on dit bon, envoyez la personne assassinée. Oui, nous étions là. La police était là, la gendarmerie était là quand l'assassinat se perpétrait. On doit croiser les bras et attendre. Mais non. Les doctrinaires disent que toutefois, la personne qui est poursuivie agira sagement en apportant de son côté des arguments en sens inverse. Voilà ce que la défense est en train de faire. Et parlant des moyens de preuve, Monsieur le Président, les partis peuvent faire appel à n'importe quel moyen de preuve, sans qu'il n'y ait de hiérarchie entre eux. Cependant, le serment décisoire est exclu et ne peut en aucun cas être déféré à l'accusé. Et la preuve par commune renommée, Monsieur le Président, la preuve par commune renommée est écartée. Si elle est exceptionnellement admise en droit civil, elle ne présente aucune garantie ni d'exactitude en matière pénale. Monsieur le Président, une petite parenthèse. Je voudrais vraiment saluer avec beaucoup de déférence ma mère, ma vieille mère, Oumouassi Moubari, depuis Massanta. Longévité à elle et merci pour ses bénédictions. Monsieur le Président, avant, quand une infraction est commise, toute personne intéressée par l'enquête est déclarée non coupable, bénéficie de la présomption d'innocence. Mais malheureusement, c'est l'inverse. Et la loi même va dire toute atteinte à la présomption d'innocence peut être poursuivie. Mais chacun de nous regarde le petit écran chaque soir. Ici, quand vous êtes arrêté, vous êtes d'abord présenté à la télévision, vous êtes condamné par le public, vous êtes condamné par l'opinion publique, vous êtes condamné par tout le monde avant que vous ne veniez devant le juge. Et généralement, quand vous venez devant le juge, il tient compte de la commune renommée, il tient compte des éléments non importants, des éléments subjectifs. Généralement,
Vous prenez bêtement une condamnation. La semaine dernière, quand le parquet a requis, nous avons nos proches qui nous ont dit, mais maître, ne vous fatiguez plus. Le procureur dit de condamner tel à 15 ans, tel à 17 ans, donc à 14 ans, donc c'est déjà fini. Et il y en a même qui ont dit, ah, mais le procès, bon, parce que nos concitoyens, eux, ils pensent que le parquet, ses réquisitions, c'est la sentence, Monsieur le Président. Oui. Ils ne savent pas que le parquet n'a donné qu'une position. Et que cette position peut être totalement renversée, mise à terre. Il faut que nos concitoyens apprennent cela. Qu'ils sachent que le parquet déclenche les poursuites. Poursuit les présumés auteurs qui bénéficient de la présomption d'innocence. Réunit les preuves, vient soutenir les preuves devant le juge. S'il parvient à rapporter les preuves, à faire asseoir la conviction du juge, c'est le juge qui prononce la peine. Mais s'il n'arrive pas, le juge ne peut pas faire autrement que de libérer. Et généralement, il y a des procureurs, même quand le juge libère, acquitte, on vous retourne en prison, Monsieur le Président. Made in Guinea. On aura tout vu dans ce pays, Monsieur le Président. Mais les choses vont évoluer, ça va changer et ça changera, Monsieur le Président. Donc, le parquet poursuit à charge et à décharge. Les accusés, des peines ont été proclamées. Ce n'est pas la condamnation, c'est des propositions. Encore que ces propositions-là ne reposent sur aucune base légale. Je me rappelle encore d'un jeune gendarme, aujourd'hui qui évolue un peu plus loin d'ici. Quand le parquet avait requis la peine de mort contre lui, il était adjudant ou un jeune gendarme. Il a pleuré toute la nuit dans sa cellule. Et je suis jeune, je ne me suis même pas marié. On dit que c'est moi qui transportais les armes. Le parquet a requis la peine de mort. À l'époque, la peine de mort existait. Quand on a plaidé, il a été acquitté. Donc, les réquisitions du parquet ne sont pas des peines de condamnation, c'est des propositions qui peuvent être écartées. Et je sais que les juges, chacun de nous sera surpris, agréablement. Parce que la défense ici présente fera des démonstrations pour faire asseoir la conviction de ces hauts magistrats. Monsieur le Président, donc parmi les moyens de preuve, on peut citer les constatations matérielles qui permettent de relever certaines traces ou indices et de découvrir des pièces à conviction, des témoignages. Justement, en parlant des témoignages, le témoin est une personne qui rapporte ce qu'elle a vu et entendu personnellement. Cependant, il s'agit d'un mode de preuve fragile, a dit Bernard Bullock et Aritili Mastopoulou. Non seulement, certains témoins sont de mauvaise foi, Monsieur le Président, et altèrent la vérité. Non seulement certains témoins sont de mauvaise foi et altèrent la vérité, mais ceux qui sont de bonne foi aussi peuvent commettre des erreurs. Et cela d'autant plus facilement que le temps écoulé depuis les événements est plus long. Et par ailleurs, les témoins qui font souvent défaut, car les particuliers repugnent parfois, pour des raisons diverses, à apporter leur concours à la justice. Et la valeur du témoignage n'est autre que la garantie de véracité. Le témoignage est un mode de preuve peu sûr, et sa valeur est souverainement appréciée par le juge dans son intime conviction, Monsieur le Président. Il en est de même de l'interrogatoire et l'aveu, ainsi que des présomptions. Bref, Monsieur le Président, le procès pénal est dominé par la question de la preuve. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, l'appréciation de ces moyens de preuve, notamment les témoignages, aucune des infractions reprochées ne peut être imputée ou imputable au colonel Ibrahima Kalonzo. Tout d'abord, il est inexact, Monsieur le Président,
il est inexact et insoutenable. Lorsque l'ordonnance de renvoi qui a saisi votre juridiction indique, parlant du colonel Kalonzo, que cependant, plusieurs témoignages confirment sa présence au stade le 28 septembre auprès du contingent des services spéciaux anti-drogue ayant participé au meurtre et à l'assassinat des manifestants. Voilà ce que dit l'ordonnance de renvoi.